Bonjour Yannick Curien. Bonjour Martial Bill. Vous êtes le directeur du recevoir. magazine important mensuel La Baule Plus. Vous êtes aussi journaliste à Bourse Plus. Vous dirigez une radio, Care News, sur la presqu'île guérandaise de La Baule jusqu'au Croisic. Et vous êtes en notre compagnie, non pas du tout pour parler de la Bretagne, pas du tout, mais pour évoquer un pays du Caucase, situé d'ailleurs sur la ligne de division entre l'Europe et l'Asie. Face à l'Iran. Face à l'Iran, l'Azerbaïdjan, qui fêtera d'ailleurs l'an prochain ses 30 ans d'indépendance. Alors, vous revenez de Bakou, c'est la capitale de l'Azerbaïdjan. Vous étiez avec Yves Metteiro, le maire de La Baule, toujours en Loire-Atlantique, en Bretagne. Il y avait aussi Joël Guerriau, le sénateur centriste de Loire-Atlantique, et le vice-président d'ailleurs aussi de la Chambre de la Commission de défense au Sénat. Et qu'alliez-vous faire, vous le Breton, vous le Baulois, là-bas, si loin ? Ce n'est ni le Breton, mais bien sûr ça l'est aussi, c'est le patriote finalement qui était allé là-bas. C'est la deuxième fois que je me rends en Azerbaïdjan. J'étais lors de l'élection présidentielle comme observateur et le gouvernement d'Azerbaïdjan m'a proposé à l'occasion de la dissolution du Parlement pour des nouvelles élections législatives qui étaient organisées le 9 février dernier de venir. J'ai proposé que Yves Metteiro nous accompagne, le maire de La Baule, tout simplement parce que c'est un monsieur qui a une grande expérience électorale. Il a 25 ans de mandat derrière lui. Et puis Yves Metteiro aussi avait envie de connaître ce pays qu'il ne connaissait pas. Lui qui a fait pratiquement le tour du monde dans sa vie professionnelle. Ah, ça, c'est amusant parce que Yves Metteiro est un maire d'une ville prestigieuse et il n'a eu de cesse pendant 25 ans que de renforcer le prestige de cette station. Et il se rend dans un pays, l'Azerbaïdjan, qui a très mauvaise presse sur ces élections, notamment puisqu'il s'agissait de suivre les élections législatives après la dissolution de l'Assemblée nationale par le président Aliyev. Je regardais les articles de La Croix, du Figaro, d'autres journaux. Toute l'opposition accuse le pouvoir d'avoir falsifié les élections. Je vais même été regarder Ouest France, votre journal, enfin, le journal qu'on vous impose en Bretagne. L'opposition parle d'intimidation d'élection par l'opposition. Parlons-en pour l'opposition. De cette dépêche de l'agence France-Presse qui a été reprise mot à mot par tous les quotidiens et tous les médias que vous citez. C'est une dépêche de l'agence France-Presse. Évidemment, les journalistes ne se déplacent pas, ne vont pas sur place voir ce qui se passe. Tous les journalistes qui ont signé cette dépêche ne sont jamais allés en Azerbaïdjan. Et il n'y avait pas de journaliste de l'agence France-Presse accrédité à Bakou, ce qui signifie que le rédacteur de cette dépêche a dû le faire sur des coups de fil, sur des amis. Cette dépêche est d'ailleurs assez drôle. Ça montre bien dans quel monde on vit. Ça va faire plaisir à Jean-Yves Le Gallou qui travaille beaucoup sur les pratiques de désinformation. Par exemple, dans cette dépêche, on revient sur le discours habituel, mais on reviendra la dictature, l'opposition qui est muselée. On pourrait dire beaucoup de choses là-dessus. Je vais vous citer par exemple un seul exemple dans cette dépêche. Pour Ilar Gassimov, chauffeur de taxi et électeur de 58 ans à Bakou, seule l'opposition est attentive aux problèmes des gens ordinaires. Valeka Lekprova, enseignante de 43 ans, a voté à l'inverse en faveur du pouvoir pour un avenir meilleur. Alors moi je dis que le rédacteur de cette dépêche, tout simplement, est soit un criminel, un idiot ou un manipulateur. Il est criminel, d'abord, en citant, s'il pense sincèrement que l'Azerbaïdjan est une dictature, citer le prénom et le nom d'un opposant dans une dépêche, c'est qu'il est criminel. S'il pense que c'est une dictature, il sait que le gars va être en tôle le lendemain matin. Vous faites la même chose avec l'Arabie Saoudite. Monsieur Untel, chauffeur de taxi à Riyad, demande la démission du roi Salman. Vous êtes certain que le gars est en tôle dans le meilleur des cas le lendemain. C'est un idiot. Peut-être, deuxième hypothèse, parce qu'il a écrit sans le savoir, ou un manipulateur, troisième hypothèse, parce qu'il sait très bien que ce qu'il écrit n'est pas vrai. Voilà pour le commentaire de cette dépêche que l'on a vu dans tous les médias. D'intimidation de l'opposition par le pouvoir pour ces élections législatives. C'est ça que vous venez de me dire. Nous avons été en Azerbaïdjan, on a vu tous les bureaux de vote, on était avec le vice-président de la commission de la défense du Sénat. Dans tous les bureaux de vote, les choses se sont plutôt bien passées. On a assisté à quelques engueulades dans les bureaux de vote. Ça montre qu'il y a une véritable démocratie. Il y avait des caméras vidéo. L'Azerbaïdjan était le premier pays au monde
à mettre des caméras vidéo dans tous les bureaux de vote reliés en permanence sur Internet pour voir que le scrutin se déroulait dans de très bonnes conditions. Alors maintenant, pas sur les caméras dans les isoloirs, quand même. Non. Alors, on pourrait parler de beaucoup de choses qui sont passées. Les observateurs de l'OSCE, eux, ils dénoncent des élections truquées. Ils sont géniaux, les observateurs de l'OSCE. C'est un peu la caricature de l'inspecteur des impôts dans les années 60 en France. C'est-à-dire que le rapport de l'OSCE a pratiquement été publié 24 heures avant la tenue du scrutin. D'ailleurs, les observateurs de l'OSCE qui parlent des élections truquées, on les a pas vus dans les banlieues rouges, en Seine-Saint-Denis ou dans le Val-de-Marne dans les années 80, lorsque la CGT et le Parti communiste bourraient les urnes. J'étais moi-même, je me souviens, lors d'une élection législative en 1993 pour accompagner un candidat à la députation RPR qui s'appelait Raoul Béteille à l'île Saint-Denis. On voulait assister au dépouillement. On a été chassé, Martial Bild, à coups de bâton du bureau de vote de l'île Saint-Denis. On a dû fuir en voiture parce que le Parti communiste nous chassait à coups de bâton. Alors, bourrer les urnes, faire voter les morts, ça rappelle aussi certaines pratiques que l'on entend parfois en France. Là, les observateurs de l'OSCE, on ne les a pas vus. Ils ont observé sans observer, c'est ça que vous voulez me dire. Non, on ne les a pas vus à ce moment-là en Seine-Saint-Denis. Là, ils étaient là, ils arrivent avec une méthode qui est peu respectueuse d'un État souverain. On a l'impression que c'est vraiment le FBI qui y arrive. Poussez-vous, les listes et ça. On regarde. Je trouve que c'est même humiliant pour un État souverain et pour ce peuple qui fait des efforts d'inviter des observateurs étrangers à venir surveiller ces élections. Est-ce que l'Arabie Saoudite nous invite à surveiller ces élections? Est-ce que l'Algérie nous invite à surveiller ces élections? Pas à surveiller, à observer. Vous parlez d'un État souverain. Enfin, néanmoins, on sait quand même bien que l'Assemblée nationale azérie, elle est historiquement une institution faible et sans influence réelle. Le pouvoir législatif a une indépendance très limitée. C'est exact. Maintenant, c'est leur constitution qui est ainsi. Mais si elle avait une indépendance réellement limitée, Martial Bild, le président Aliyev, n'aurait pas dissous l'Assemblée nationale à mi-mandat pour obtenir une meilleure majorité pour poursuivre les réformes qu'il souhaite entreprendre. Alors, l'Azerbaïdjan est dans le dernier pays du classement sur la liberté de la presse. Au classement de RSF, Reporters sans frontières, elle passe de 163 à 166e au classement. 160 opposants politiques, dont 16 journalistes et écrivains, ont été incarcérés par le régime pour l'année 2017 seulement. Ah bon? Et en France ? Que fait Reporters sans frontières en France? Un paradis de libre expression, vous êtes bien placé pour le savoir. À TV Liberté, Martial Bild, vous avez été censuré à une certaine époque. On a fermé votre chaîne sur YouTube. Actuellement en France, quand des chroniqueurs, quand des éditorialistes font une émission quotidienne sur une grande chaîne de télévision, on a des appels au boycott de la publicité. Quand un journal dérange, on appelle au boycott de la publicité, avec parfois des annonceurs qui suivent. Il y a des intellectuels, Martial, qui sont chassés des universités en France aujourd'hui. Lorsque Madame Magazinski a voulu aller faire une conférence sur la PMA et la GPA, on l'a empêché de faire sa conférence. Alors, pourtant, c'est une intellectuelle reconnue en France. Même quand un ancien président de la République comme François Hollande veut aller dédicacer et présenter son livre dans une faculté, on l'empêche d'aller le faire. Et il y a même plus fort en France. Il y a un journal indépendant de Bourse pour lequel je collabore. Donc ça tombe très bien, je suis bien placé pour le savoir, qui s'appelle Bourse Plus et qui dérange les grands milieux financiers parce qu'il dit certaines vérités. Il y a eu une enquête de l'AMF et lors de l'enquête de l'AMF qui s'est déroulée il y a quelques mois à peine, les comptes du journal intégralement ont été saisis. En 24 heures, l'intégralité des comptes ont été saisis. Le journal a failli être mis à mort. Il y avait 3 millions d'euros. Et le soir, quand on apprend cela et quand Nicolas Miguet nous dit « je ne sais pas ce qui se passe avec l'AMF, les comptes ils nous ont bloqué entièrement les comptes ». On avait une assistante qui était enceinte, qui venait de prendre la pauvre son crédit. Elle s'est mise à pleurer en se disant « le journal va s'effondrer ». Et quand il y a eu une enquête de l'AMF chez l'expert comptable du groupe Nicolas Miguet et du quotidien de Paris,
l'informaticien de l'AMF qui était venu avec sa clé USB pour prendre toutes les données refusait de serrer la main à la comptable sous prétexte que c'était une femme. Donc c'était peut-être le Michael Harpon de l'AMF. Donc quand on est dans un pays où l'on condamne des gens parfois à 1 an de prison pour un tweet, quand vous voyez ce qui se passe avec Christine Tazin par exemple pour Christophe Laïc, que fait Reporters sans frontières? Peut-on aller donner des leçons de morale aux autres quand on n'est pas parfait soi-même? Alors, Et on sait bien qu'il y a des organisations non gouvernementales qui sont parfois subventionnées par certaines puissances étrangères. Ça, on n'est jamais, on ne se trompe pas. Maintenant, je ne dis pas que l'Azerbaïdjan, c'est aussi le paradis comme la Suisse ou comme les États-Unis. Hein. Attention, je prends beaucoup de recul sur ce que je dis. Voilà, parce que le président Aliyev, il succède à son père. C'est quand même là aussi pas un signe patent d'une démocratie qui fonctionne bien. L'actuel président Ilham Aliyev a succédé à son père en 2003. Son père était l'ancien communiste Eldar Aliyev. Il a été élu en 2003 avec 77% des voix. Vous allez me dire que Jacques Chirac aussi. Et des freins à la liberté d'expression. Et George Bush a aussi succédé à son père. En 2008, 88,73% des voix. C'est un unanimisme. Le fils d'un dictateur. J'ai compris beaucoup de choses. Alors on parle de dictature. Quelle est la définition d'une... Est-ce que par exemple, je vais vous citer un exemple, est-ce que dans un pays où il y a le couvre-feu, le soir, qualifierez-vous ce pays de dictature, Martial Bildt? Je vais laisse répondre, c'est pas à moi de répondre. Beaucoup de gens vont répondre oui. En France, il y a un couvre-feu le soir, ou à Nantes, par exemple, une jeune fille seule ne peut pas se promener en sortant d'un restaurant tard l'été. Un policier m'a dit à Nantes, si elle avait une main aux fesses, elle avait encore beaucoup de chances de pouvoir rentrer chez elle. En Azerbaïdjan, tout le monde est libre. On peut sortir comme on veut le soir, on va dans les restaurants, on peut traîner dans les rues de Bakou et dans les cafés jusqu'à 3 heures du matin, prendre son petit whisky sur une terrasse, on ne dérange absolument personne. Mais maintenant, la liberté, la dictature, est-ce que la liberté, c'est se promener avec la tête de son président de la République au bout d'une pique? Est-ce que c'est de vandaliser les permanences d'un député? Alors si on ne fait pas... Est-ce que c'est sur une radio publique d'État financée par le contribuable dire Jésus est EPD? Pardonnez-moi de ce mot. Alors si on ne peut pas dire ça et on ne peut pas faire ça là-bas, j'accepte cette définition de dictature. Oui, on ne peut pas faire ça là-bas. Maintenant, sur le président Aliyev, Martial, j'ai compris quelque chose. J'ai vraiment compris quelque chose en allant sur place et en discutant avec des parlementaires, en discutant avec des gens de la rue, et ça explique peut-être beaucoup de choses. Ce pays a vraiment souffert du communisme. A vraiment souffert du communisme pendant 70 ans. Il y a un anticommunisme profond dans ce pays. Et pendant la période soviétique, les Azerbaïdjanais, les Azéris m'expliquent qu'ils n'avaient pas le droit d'étudier la politique, pas le droit de faire de la politique. C'était réservé aux Russes. Finalement, les Russes, les Soviétiques, pendant cette occupation, ont écarté du pouvoir, des possibilités d'avoir le pouvoir, toute personne capable de penser, tous les intellects, tous les cadres, toute l'élite a été sacrifiée. À la libération de l'Azerbaïdjan, il y a une 30aine d'années, ils sont allés chercher M. Aliyev père, qui collaborait avec l'Union soviétique, parce que c'était le seul cadre. Il n'y avait plus personne, c'est la population qui l'a cherché. Et ce pays s'est transformé en 30 ans. On est passé de la caricature d'une banlieue glauque de Roumanie, comme on le voit dans les cartes postales des années 70, à Los Angeles, en 30 ans. En 30 ans, il y a une liberté économique, un pouvoir autoritaire fort, certes, mais la ville est dans la propreté et dans la sécurité, il y a un dynamisme économique, le pays vit dans la laïcité, il y a le droit des femmes. Il faut savoir que l'opposition en Azerbaïdjan, elle est composée d'à peu près 3 catégories. Il y a ceux qui, aujourd'hui, se disent Aliyev, c'est terminé. Il y a peut-être qui veulent le pouvoir pour se servir dans la caisse. Il y a les islamistes aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on est à Bakou, Téhéran est en face. Il y a des gens qui rêveraient de calquer le régime de Téhéran à Bakou. Et puis vous avez les jusqu'au-boutistes, parce qu'il y a le problème avec l'Arménie.
Et les jusqu'au boutistes qui, eux, alors que le président Aliyev et sa majorité sont plutôt en phase de dialogue, ne veulent pas du tout la guerre avec l'Arménie, veulent résoudre cette question sensible du Haut-Karabakh, vous avez les jusqu'au boutistes qui sont on envoie l'armée le lendemain matin, on reprend les territoires et on déclenche la guerre avec l'Arménie. Donc face à cette situation d'opposition, en étant sur place, en prenant en compte la période communiste, leur souffrance, le développement économique du pays, on arrive à comprendre qu'il y ait cette unanimité, qu'il y ait eu, et peut-être un peu moins maintenant, parce que les gens ont envie que les choses évoluent beaucoup plus vite, le pays subit une crise, mais on comprend cela. C'est comme si nous, à la Libération, on a le général de Gaulle qui reprend la France détruite, le général de Gaulle travaille avec son père, et 10 ans après la Libération, le général de Gaulle travaille avec son fils, et 10 ans après la Libération, le général de Gaulle décède. On est grosso modo en 1955. Je prends la période de 10 ans parce qu'Aliyev est mort 10 ans après la chute du communisme. Si le fils de Gaulle se présentait avec le pays, avec toutes ses réformes, le fils de Gaulle aurait certainement été élu avec 80% des voix. C'est ce que j'ai compris. Voilà. Est-ce que de Gaulle aurait fait de son épouse, tante Yvonne, la vice-présidente de la France? Non. Ben, M. Aliyev, lui, l'a fait. Dans le même pays. En 2017, il a nommé son épouse présidente, vice-présidente. Elle est très populaire. Mariban Aliyeva. Elle est très populaire. Alors ça, c'est vraiment ce qui m'a surpris. Vice-présidente, vous voyez, Brigitte Macron n'est pas vice-présidente de la France, elle n'a pas statut particulier. On est dans une autre mentalité, Martial Biron, on est dans d'autres mentalités, on est dans des autres cultures. Sur la vice-présidente, Mariban Aliyeva, je vais vous raconter cette anecdote. Elle a décidé, à titre personnel, d'acheter des vignes. Donc c'est pas les vignes de l'État, c'est les vignes de son argent. Voilà. Et de cultiver du vin. Depuis l'année dernière, ils ont fait venir des entreprises françaises avec des grappes, avec des spécialistes. Donc ils font du blanc, du rouge et du rosé. Ce sont les vignes personnelles de la présidente et le vin personnel de la première dame. Donc ils sortent leur production de vin. Et tous les restaurants maintenant sont fiers d'avoir leur bouteille de vin de la présidente. Donc, quand vous rentrez dans tous les restaurants à Bakou, vous avez une sorte de cave à vin avec beaucoup de vins français et puis les vins de la présidente. Donc nous, quand on allait au restaurant le soir, évidemment, on choisissait le vin de la présidente, on voulait goûter le vin local. Et bien même le serveur d'un restaurant était très fier, il nous disait « Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que c'est aussi bon qu'un vin français? Vous voyez ce qu'on arrive à faire ?» Et face à cet engouement pour la culture du vin, le gouvernement s'est dit, on va encourager nos paysans et nos petits producteurs à aussi cultiver des vignes, à faire du vin, à se lancer dans cette culture du vin. Pour les touristes. Non, pour les locaux. C'est un pays musulman. Et ils boivent tous du vin. C'est un pays musulman, laïque. C'est le seul pays musulman au monde, à mon avis, où la religion est totalement dans la sphère privée. D'ailleurs, quand on pose la question à des Azéris, est-ce que vous êtes chiite ou sunnite, etc., ça, c'est notre affaire privée. Et vous allez avec des Azéris à table, ils vous prennent un whisky, un vin, c'est pas pour les touristes, c'est vraiment pour tout le monde. Donc ils vont créer une sorte de coopérative nationale pour regrouper tous ces producteurs indépendants et essayer de sortir un véritable vin local. C'est un pays totalement laïque, je crois que c'est certainement le seul pays musulman au monde où toutes les femmes sont en robe. Vous ne croisez pratiquement pas de femmes voilées. La proportion, je vous le dis franchement, doit être de 1 sur 1000. On était tous surpris. Alors, j'entends bien votre plaidoyer. Non, ce n'est pas un plaidoyer. Je suis venu en tant qu'observateur, je regarde, et parfois, on a toujours le sentiment de faire un plaidoyer et de ne pas être objectif quand on défend avec une certaine passion son sujet, parce qu'on le maîtrise maintenant et parce qu'on le connaît. Et ça apparaît aussi comme un plaidoyer face à un torrent, parfois, de manipulation. Alors, Pourquoi aussi autant de manipulation, Martial Bild? Parce que le pays a d'énormes richesses. C'est là où part tout le pétrole, le gaz, il y a de l'or. Donc on n'est pas dupe non plus. Il y a des puissances étrangères et des ONG internationales qui sont pas toutes blanches, qui travaillent aussi pour des puissances étrangères, qui ont intérêt à manipuler le pays, à déstabiliser le régime fiable, laïque, respectueux des droits des femmes. Les femmes ont obtenu le droit de vote en Azerbaïdjan en 1918, bien avant la France.
certains ont intérêt à déstabiliser tout ça. Donc pour déstabiliser... Le président Aliyev fait quand même une politique consensuelle, à la fois ami des États-Unis, de la Russie, de l'Iran. Il sert sa cause dans toutes les directions. Il est au carrefour, oui. Il est dans un carrefour très stratégique. C'est très sensible aussi. Alors c'est dans le domaine économique, on va finir par cela quand même. Dans le domaine économique, c'est vrai que le PIB a été multiplié par 5, je regardais, c'est effectif entre 2003 et 2016, même si on ne partait pas de très loin. Mais comme aujourd'hui la crise rejoint l'Azerbaïdjan, eh bien, il y a des voix qui s'élèvent pour dire que la captation des richesses, eh bien, elle est aussi souvent faite par le régime. La captation... Alors, on n'a pas été voir les comptes. Je vais être honnête, je vous regarde droit dans les yeux, je ne connais pas les comptes et on n'est pas dupe, on sait très bien qu'il y a dû avoir certainement, évidemment, un peu de captation. Mais quand on parle de la captation des richesses, Martial Bild, je vais vous prendre d'autres exemples de pays riches comme le Zaïre, une certaine époque, qui avait plus de richesses que l'Azerbaïdjan. Et là, il y a une réelle captation des richesses par le régime et aucune redistribution. Donc, on voit qu'il y a une réelle redistribution parce que sinon, comme je vous le dis, Bakou ne serait pas passé de la Roumanie à Los Angeles en une trentaine d'années. En quelque sorte, il y a une classe moyenne qui se développe, tout est moderne, il y a des infrastructures, il y a la fibre partout, ils sont déjà à la 5G. Alors maintenant, il y a un problème économique qui est lié à une situation. C'est la crise avec l'Arménie. 1 million de réfugiés du Haut-Karabakh sont en Azerbaïdjan. Très rapidement, Martial Bild, je vais prendre cet exemple pour que les téléspectateurs comprennent bien ce qui se passe. Je vais prendre l'exemple de la France. Imaginez que l'armée espagnole, parce que c'est les frontières voisines, donc je prends cet exemple, l'armée espagnole débarque en France et occupe le territoire français sur un tiers, sur une ligne, grosso modo, qui irait de Lyon à Royan. Vous voyez cette ligne tiers. Tout ça, c'est occupé par les Espagnols. Tous les Français qui sont sur cette partie du territoire sont obligés de fuir. Leurs maisons sont détruites, ils partent grosso modo avec des sacs à dos, et ils sont accueillis, évidemment, dans le reste du territoire. Sur un petit pays de 10 millions d'habitants comme l'Azerbaïdjan, évidemment, ça provoque une crise économique parce qu'il faut nourrir, loger, héberger ce million de réfugiés qui vient d'Arménie. Est-ce que entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, il y a des différends territoriaux. Vous avez évoqué bien sûr le problème du Haut-Karabakh. C'est une guerre qui a duré jusqu'en 1994. Est-ce que techniquement, vous considérez que ces deux pays sont encore en état de guerre? Il y a aussi les enclaves d'ailleurs, que je n'ai pas évoquées. Je parle des pays, je ne parle pas de la population, et nous en France, particulièrement chez vous aussi, et comme chez moi, on a beaucoup de sympathie et de cœur pour la population arménienne, pour différentes raisons. Les Arméniens ont subi un génocide, non pas de la part des Azéris, là c'est tout à fait autre chose, mais il faut bien le préciser, de la part des Turcs, il ne faut pas confondre, et les Arméniens ont eux-mêmes commis pour les Azéris un génocide. Ils ont occupé leur territoire, les dissensions sont très fortes. En revanche, les Arméniens, il y a une communauté de 40 000 Arméniens qui vit en Azerbaïdjan, il y a une église orthodoxe à Bakou, les Arméniens vivent en paix et vivent en parfaite tranquillité. J'ai rencontré le député du Haut-Karabakh, son discours est celui du gouvernement et celui du régime en place. Nous voulons la paix avec les Arméniens, nous ne voulons pas de guerre. Je rappelle aux Arméniens, c'est ce que dit le député du Haut-Karabakh, que toutes les résolutions de l'ONU sont en faveur de l'Azerbaïdjan pour un retrait des troupes arméniennes de ces territoires occupés, mais une fois qu'ils se sont retirés, les Arméniens qui vivent sur cette population vont vivre en bonne entente avec nous comme on l'a fait depuis des siècles. Nous n'en voulons pas aux Arméniens. L'Azerbaïdjan est un pays laïque. C'est une affaire d'État. On veut simplement qu'ils se retirent. C'est une position... maintenant, c'est un conflit très compliqué. Il y a le groupe de Minsk qui travaille là-dessus, qui est composé de la France, de la Russie et des États-Unis. Ils n'ont pas trouvé de solution encore. C'est pas nous sur le plateau de TV Liberté qui allons le faire, Martial Bild. Je confirme. Alors, toute dernière question, est un petit peu secondaire, mais néanmoins réelle. Est-ce que, quand on est français, aller à Bakou, j'allais dire, ça vaut le coup? Est-ce qu'en termes touristiques, est-ce qu'on peut aller découvrir l'Azerbaïdjan, ou est-ce que c'est un pays qui a subi les affres de l'Union soviétique et de son... Quand on est français, aller à Bakou, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce qu'on est dans un pays où la francophonie, historiquement, n'était pas au rendez-vous. L'Azerbaïdjan a décidé de mettre le français comme deuxième langue.
Donc rien que pour leur dire merci, on est déjà très ému. Partout dans Bakou, dans les ministères, dans les entreprises, dans les institutions, vous trouvez quelqu'un qui parle français. Il y a l'université de Strasbourg qui a un partenariat avec l'université franco-azerbaïdjanaise de Bakou, qui est payée par le gouvernement d'Azerbaïdjan, qui paye à 100%, et qui paye des professeurs par avion de Strasbourg qui viennent faire leurs cours 2 fois par an. Le français est la deuxième langue. Dans tous les restaurants, vous baladez dans Bakou, vous croisez toujours quelqu'un qui parle français, qui apprend le français. La culture française se développe de plus en plus. Il y a des films en français qui sont sous-titrés en azéri, qui passent à la télévision. Des films comme les films avec Pierre Richard, etc. Nous, on a eu un chauffeur avec Yves Météro qui parlait un peu le français. Il dit « Ah, moi, j'apprends le français en regardant les films avec Pierre Richard. » Il y a un amour de France. Quant à Bakou, très rapidement, c'est un pays magnifique, évidemment, c'est un pays du Caucase. Il ne faut pas croire que l'image de Bakou moderne, c'est Dubaï. C'est pas du tout. C'est un Dubaï beaucoup plus chic, beaucoup plus raffiné, beaucoup plus élégant, avec une vieille ville historique, il y a une réelle culture, on se promène entre la vieille ville et la ville moderne, on est partagé à un moment entre le luxe, certes, mais après on rentre dans l'authenticité, avec une réelle culture de gastronomie, de paysages, de monuments historiques. C'est quelque chose de très à part, et même Yves Météro, qui découvrait ce pays pour la première fois, et quand on partait dans l'avion, il avait envie de le voir, mais il ne s'attendait pas à ça. Il m'a dit en partant, je suis vraiment bluffé par cette grande culture, cette grande éducation qu'a ce peuple d'Azerbaïdjan et cet amour de la France. Il nous demande. Merci beaucoup Yannick Curien qui nous informe donc que Bakou est le nouveau spot à la mode après la Baule. Merci. Merci Yannick Curien.